Bonsoir. On va reprendre la notion de groupe. Quand est-ce qu'on parle de groupe? Déjà, il faut faire la distinction entre le groupe qui se retrouve avec l'obligation de procéder à une consolidation, c'est-à-dire l'aspect légal, et le groupe fiscal. Le groupe fiscal est soumis à d'autres réglementations. La notion de groupe intervient dès lors qu'on a des prises de participation d'une entreprise dans une autre. Qu'est-ce qu'une prise de participation? La prise de participation, c'est quand une société détient des parts d'une autre société. Hop, il y a les liens comme on l'a là. Ici, on a une société qui détient des parts d'une autre société. Participation directe. Du fait de détenir les parts de cette autre société, elle a des droits de vote. En règle générale, c'est une part, un vote. Donc, plus elle a de parts, plus elle a de droits de vote. Et plus elle a de droits de vote, plus elle peut influencer les décisions. Jusqu'à ce que ces droits de vote dépassent 50% de l'Assemblée générale. Donc, du coup, du montant total des votes, donc de l'Assemblée générale. Donc, du coup, eh bien, elle va faire la pluie et le beau temps dans la filiale. Parce qu'elle aura plus de 50% des votes. Donc, à chaque fois qu'elle a décidé quelque chose, elle va emporter la décision à l'encontre des autres actionnaires qui sont, on dit, actionnaires minoritaires, parce qu'elle dépasse 50% des droits de vote. Donc, c'est elle qui décide. Dans la mesure où elle dépasse 50%, on va décréter qu'elle a le contrôle total sur l'entreprise filiale. Donc là, par exemple, on a une société mère qui détient 70% sur sa fille, elle a le contrôle total. Elle fait ce qu'elle veut. Les autres actionnaires peuvent essayer de bougonner, mais elle fera ce qu'elle voudra. Ici, dans le deuxième cas de figure, on va parler de contrôle indirect. Donc, ce sont toujours les participations. On voit que la société mère détient 70% de sa première fille, et la fille détient 50% de la fille 2. Ça veut dire que la fille 1 décide de ce qui se passe dans la fille 2, puisqu'elle a 50%. À moins que l'autre associé ait aussi 50%, auquel cas, il y a ballottage. Mais sinon, eh ben, si on a 50, 20 et 30, ben, c'est elle qui décide. Donc la fille 1 a le contrôle sur la fille 2. Et comme la mère a le contrôle sur la fille 1, eh bien la mère a le contrôle sur la fille 2, même si elle ne détient pas directement des parts. C'est la notion de contrôle. On parle de participation réciproque quand chacune détient des parts de l'autre. Ce sont des participations réciproques. Là, on voit, on est à 40% et à 20%. Si on parle de contrôle, eh bien, il va y avoir un contrôle d'influence. La société mère a un peu plus de contrôle. Pour peu que à 40%, ce soit celle qui ait le plus de voix, eh bien, c'est pareil. C'est elle qui décide, c'est elle qui fait la pluie et le beau temps, sauf si les actionnaires minoritaires se regroupent. On va voir ici une participation circulaire, c'est-à-dire que la mère détient des parts de la première fille, qui détient des parts de la deuxième fille, qui détient des parts de la mère. C'est circulaire. Voilà. Là, c'est pour le schéma de participation. Donc, les comptes consolidés. Alors ça, c'est à retenir. Le groupe est tenu de présenter des comptes consolidés. S'il dépasse, alors on parle bien du groupe. On regarde les liens de contrôle et on regarde à combien sont les filiales. Et une fois qu'on a fait le total du groupe, on sait si oui ou non il faut une consolidation. Donc il faut qu'on ait total bilan 24 millions d'euros, total net de chiffre d'affaires. Alors quand on dit net, c'est quand on a supprimé les échanges réciproques. Bien évidemment, hein, on ne va pas compter les échanges au sein du groupe. 48 000 euros de chiffre d'affaires net, c'est-à-dire du groupe vers l'extérieur. Et le nombre moyen de salariés, 250 salariés. Donc, dès lors que le groupe dépasse 2 des 3 plafonds qu'on a là, on va devoir faire une consolidation. Chaque société est responsable juridiquement de ses propres actes. Si une société doit aller devant le tribunal à cause de ce que la société mère a dit de faire,
Eh bien, mais la société mère ne sera pas inquiétée. Bien évidemment, s'il y a des pénalités à payer, la société mère en subira les conséquences, puisque c'est elle qui a les principaux intérêts aussi. Donc, normalement, ce n'est pas dans son intérêt de nuire aux filiales. Le périmètre de consolidation est donc fixé par rapport à toutes les filiales dont elle a des participations, dont elle tient des participations. Et on détient une participation à partir du moment où on détient 10% du capital de la société. En dessous de 10%, il n'y a pas de consolidation. D'accord ? Je crois que c'est en dessous de 20% qu'il n'y a pas de consolidation. On verra un peu plus loin. Donc, au-delà de 50%, contrôle exclusif. En dessous de 50%, mais on est plusieurs associés, on est quelques associés à détenir, à se partager le contrôle de manière évidente. On va être en contrôle conjoint. Et sinon, on est juste en influence notable, entre 20% et 50%. En dessous de 20%, on a des participations, mais on n'a pas d'influence. C'est ce qu'il faut noter. D'accord ? Alors, pour reprendre la notion de contrôle, on a ici la mère qui a un contrôle exclusif sur la fille. Donc, elle a un contrôle de 10% sur la deuxième fille. Ici, elle a un contrôle de 20%. Elle a un contrôle sur la fille 3, mais elle n'a pas de contrôle exclusif. Donc, les 70%, ici, elle va avoir 30% de contrôle. Elle a 30% de contrôle, mais elle n'a pas la majorité. Donc, elle n'a aucun contrôle sur la fille 3. On aurait pu dire que 70% de 30%, plus les 30%, elle avait un contrôle exclusif. Sauf que non, parce qu'elle n'a pas le contrôle exclusif sur la fille 2. Donc, ce groupe-là, la société mère, ne le contrôle pas. Pour autant, ça fera partie du périmètre de consolidation parce qu'elle dépasse 20% partout. Mais là, il va y avoir une intégration globale. Et ici, il va y avoir une intégration par mise en équivalence. Voilà. Hein. Contrôle exclusif, 50% et plus, c'est-à-dire sur la première fille. Intégration globale. Contrôle conjoint, sur notre schéma, on n'en avait pas. Intégration proportionnelle. Et l'influence notable, c'est ce qu'elle avait sur les deux autres filles. Donc, on va avoir une mise en équivalence. Et là, sur la mise en équivalence, on va tenir compte non pas du taux de contrôle, mais on va tenir compte du taux d'intérêt. Parce que là, pour le coup, eh bien, ça compte. Même s'il n'y a pas de contrôle, eh bien, elle touche quand même la rémunération du capital. Donc, on va tenir compte de tous les axes dans le taux d'intérêt. On a ici direct et on va tenir compte aussi de ça pour la fille 2. Et on va tenir compte aussi de ça pour la fille 3. Donc, ce petit tableau-là, il est bien utile. Où on va d'abord noter les pourcentages d'intérêt direct et ensuite les pourcentages d'intérêt indirect. Et ça nous donne ici le pourcentage d'intégration. Donc, le descriptif des méthodes. L'intégration globale. On va remplacer la valeur des titres de la fille dans la comptabilité de la mère par l'actif et le passif de la fille. Oui, mais il y a aussi les intérêts minoritaires. On considère qu'on la contrôle, donc on prend tout. Oui, mais on doit des sous aux actionnaires minoritaires. Donc, la part des actionnaires minoritaires sera mise en passif, en dette. Parce que quelque part, c'est une dette envers les actionnaires minoritaires. Sur l'intégration proportionnelle, on va avoir la même démarche, c'est qu'on va enlever les titres et on va les remplacer par la valeur des actifs et passifs de la fille. Mais attention, on ne va prendre que notre pourcentage d'intérêt sur les valeurs. Et enfin, l'influence notable, donc la mise en équivalence, on va tout simplement remplacer la valeur des titres par notre pourcentage de participation aux capitaux propres.
C'est-à-dire que, admettons, on a, nous, des titres qu'on a achetés 30 000, et il y a les capitaux propres, ils font 90 000 et on a 30%. Bon, là, je suis à la même valeur, d'accord? Mais par contre, ils font 120 000 et j'ai 30% de 120 000. Il va y avoir 40 000. On avait 30 000 au départ et on aura 40 000 à l'arrivée. Voilà, c'est ça, la mise en équivalence. Donc, on va regarder déjà ce soir la première méthode. On fera une nouvelle vidéo pour les autres méthodes. Alors, l'intégration globale, elle se fait en plusieurs étapes. Première étape, on cherche les intérêts minoritaires. Alors, c'est mieux de le faire dans cet ordre-là. Hein. Si vous essayez de le faire dans le désordre, vous n'êtes pas rendu. Hein. Déjà que c'est pas fastoche. Donc, en plus, si vous le prenez dans le désordre, c'est pas gagné. Hein. Alors, on recherche les intérêts minoritaires. On recherche les intérêts minoritaires en alignant ici la composition du capital social de la fille. On va les mettre en opposition avec la valeur des titres de participation qu'on va mettre ici. Donc là, le capital total de la fille qui va être partagé entre la mère, le groupe. On va avoir ici le montant qui revient aux intérêts minoritaires, aux autres associés. On va déduire la valeur des titres de participation et ça va nous donner ici une différence de consolidation qui va venir se loger sur notre bilan final. Et on va aussi calculer la participation du groupe au résultat. Ce qui va venir aussi dans notre bilan final. Pas que le bilan, aussi au niveau du compte du résultat. Ça, c'est la première étape, les intérêts minoritaires. Les cases qu'on récupère, ce sont celles-là. Différence de consolidation et la répartition du résultat. Ensuite, on va retraiter les éléments d'actifs. Les éléments d'actifs de la mère. Les éléments d'actifs de la fille. Et on va opérer les corrections. La première des corrections, c'est d'enlever les participations. Mais pas que. Admettons qu'il y ait eu des échanges au niveau immobilisation entre la mère et la fille et qu'il y ait eu une plus-value réalisée à un moment donné, cette plus-value, il va falloir la neutraliser. Et à ce moment-là, on va venir l'enregistrer dans les corrections. Et ça va nous donner une valeur consolidée. C'est pareil pour les stocks. Admettons que la mère ait vendu des stocks à la fille. La fille n'a pas tout consommé, il lui en reste. Il y en reste en stock. Lorsque la mère a vendu ses fournitures à la fille, elle a réalisé une plus-value. Cette plus-value, elle est donc en stock. Mais elle ne doit pas être en stock, puisqu'on est au sein du groupe, que cette plus-value a profité à la mère. Donc, il va falloir neutraliser cette plus-value et la déduire de la valeur du stock. On a les créances. C'est pareil. Si l'une a une créance sur l'autre, on va enlever la créance, on va la neutraliser. Disponibilité et on tire les totaux. Ensuite, on va faire le retraitement des éléments passifs. Même histoire. On va mettre la mère et la fille côte à côte et on va neutraliser toutes les interactions qu'il va y avoir. On va faire figurer les intérêts minoritaires, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Sur les éléments d'actifs, c'est la différence de consolidation. Et sur le résultat, c'est la répartition du résultat. Les dettes financières et les dettes d'exploitation, bien évidemment, si l'une a une dette envers l'autre, hein, si on a la créance d'un côté, c'est qu'on a la dette de l'autre. Hein. Voilà. Il faut vraiment neutraliser tout ce qui est commun et à chaque étape. Une fois que ça c'est fait, on va faire le retraitement des charges. Eh bien, on va prendre les charges de la mère, les charges de la fille. On va neutraliser les échanges entre mère et fille pour avoir une valeur consolidée. Pour les produits, pareil, on prend la mère, on prend la fille, on neutralise
les échanges entre la mère et la fille et ça nous donne une valeur consolidée. On va présenter notre bilan consolidé en reportant finalement le résultat de tous ces tableaux-là dans la présentation du bilan. Le bilan consolidé, on va prendre au niveau du résultat consolidé. En fait, là, je crois que j'ai un peu inversé. Il aurait peut-être fallu que je fasse le résultat consolidé avant. Donc, on va faire le résultat consolidé. Le résultat consolidé, on reprend toutes les charges qui sont dans les tableaux des charges retraitées, tous les produits qui sont dans le tableau des produits retraités, ça va nous donner un résultat consolidé. On n'oublie pas de venir déduire la part des actionnaires minoritaires. Ce résultat consolidé, on va venir le reporter dans le compte de bilan consolidé. Et on va avoir total actif égale total passif et on a notre bilan consolidé. D'où l'intérêt de faire ce contrôle-là. Finalement, la présentation du compte de résultat consolidé nous permet aussi de vérifier tous nos calculs. Dès lors qu'on n'a pas un montant équilibré, c'est qu'il y a une erreur quelque part. Et ça loupe pas. Hein, ça loupe pas. S'il y a une erreur quelque part, on n'aura pas l'équilibre. Il faut tellement ajouter et enlever de chaque côté que voilà. Là, je vais arrêter pour ces explications-là. On refera une autre visioconférence où on finira les deux autres modes d'intégration et on verra aussi l'enregistrement comptable, parce que c'est bien gentil de le faire, mais pour que ça sorte sur les états financiers, il va falloir l'enregistrer en comptabilité. Et pour ça, il y a une écriture spécifique à faire. J'espère que c'était compréhensible, parce que c'est quand même très touffu. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.